Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je suis d'autant plus ravie car j'ai l'honneur d'assurer l'un des modules les plus intéressants que vous aurez à étudier durant tout votre cursus. Il s'agit de la linguistique. Cette année sera une sorte d'initiation, d'ébauche à ce merveilleux domaine d'études. Donc avant de commencer, permettez-moi de vous féliciter pour l'obtention de votre bac dans des conditions assez spéciales que nous vivons actuellement. Je tiens également à féliciter ceux qui ont repris leurs études ainsi que ceux qui ont changé de filière pour nous rejoindre. Bienvenue à tous. Je me présente, je suis Madame Haddad Lemia, maître assistante, docteur en sciences du langage et je serai votre enseignante de linguistique cette année. Avant de commencer le cours, je souhaiterais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de linguistique, de langue, de langage? Je présume que vous êtes déjà posé des questions relatives à ce que je viens de citer. En fait, beaucoup de questions sont revenues à chaque fois que nous avions assuré ce cours. Entre autres, donc parmi les questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi les langues à travers le monde sont-elles si différentes tout en ayant tant en commun? Très intéressant, en effet, oui. Ou alors, comment le cerveau humain peut-il transformer des séquences de son en un flot aussi impressionnant d'informations? Ça oui, vous imaginez comment est-ce qu'on arrive à se comprendre et à communiquer? Comment expliquer cela scientifiquement parlant? Ou alors, comment les locuteurs utilisent-ils le langage pour communiquer avec autrui? Ah, très intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la discipline qui peut répondre à de telles questions est bien la linguistique. Donc pour faire court, la linguistique est l'étude scientifique de la langue. Mais maintenant, qu'est-ce que cette linguistique, d'accord? Donc d'où émane cette science? Comment est-ce qu'elle est apparue, etc. Donc en fait, la linguistique est une science qui s'est imposée au XXe siècle, même si c'est au XIXe siècle que ce terme a fait son apparition, avec les comparatistes, donc les travaux relevés de la grammaire comparée, appelée également linguistique historique. Donc ces comparatistes, ce qu'ils faisaient, on appelle aujourd'hui linguistique historique. Ne vous inquiétez pas, on va revoir cela avec plus de détails. Donc les comparatistes s'étaient donné pour objectif de découvrir la langue mère de toutes les langues et de comparer le degré de parenté existant entre les langues dites de même famille. Ah, maintenant ces comparatistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils se sont intéressés à la grammaire de toutes les langues qui existaient. Donc l'objectif était de comparer ces grammaires-là, de poser une norme, d'accord? Donc voici la norme pour parler cette langue. Et vous connaissez déjà ce que c'est la grammaire, on l'a étudiée et c'est grâce aux comparatistes, d'accord? Donc on ne leur enlève pas leur mérite. C'est grâce aux comparatistes que nous connaissons les règles de grammaire jusqu'à présent. Donc leur objectif, c'était de décrire la langue et de les comparer. L'objectif était de découvrir quelle était la langue mère de ces langues-là et ils les ont surtout divisées en deux familles. Donc ces langues dites de même famille ont été divisées en deux. La famille indo-européenne, donc l'indo-iranien, donc ces familles-là on retrouve l'indo-iranien, l'indien regroupant le sanskrit, le hindi, l'ourdou, le bengali, le marathi, le bihari. Nous avons l'iranien regroupant le persan, l'afghan, le kurde, le baloutchi, compagnie. Nous retrouvons dans cette famille les langues grecques, donc le grec ancien et le grec moderne, les langues italiques ou langues romanes. Nous avons l'italien, le français, l'espagnol, le catalan, le portugais, le roumain, l'occitan, le franco-provençal, le sicilien, etc. Dans cette famille, nous retrouvons également les langues celtiques, donc le breton, le gallois, etc., les langues germaniques, danois, suédois, norvégien, islandais,
les langues baltes, le vieux prussien, le lituanien, je vais y arriver. Nous avons également les langues slaves, le polonais, le tchèque, le slovaque, serbo-croate, slovène et compagnie, donc le russe, l'ukrainien aussi. Nous retrouvons toujours dans cette famille indo-européenne les langues arméniennes, donc l'arménien de l'ouest, l'arménien du nord, l'arménien de l'est, je vais y arriver. Nous avons également l'albanais, donc l'albanais, le hitti, le thrace, etc. Maintenant, la famille chamito-sémitique, je vais y arriver aussi, ou autrement dit, les langues afro-asiatiques. Dans cette famille-là, nous retrouvons les branches de famille, les chamitos, qui regroupent l'égypte ancien, le moyen égyptien, le nouvel égyptien, le démotique, le copte. Nous retrouvons également les langues sémitiques, donc l'akkadien, les blaïtes, babylonien, ougaritique, le cananien, et ainsi de suite. Nous retrouvons le phénicien, l'arabe classique, l'arabe dialectal, donc avec ses variétés nombreuses, le maltais, l'amharique, le tigrien, c'est-à-dire tigré, et ainsi de suite. Toujours dans cette famille chamito-sémitique, nous retrouvons les langues berbères. Oui, donc le tamazirt, le kabyle, tchéchilhit, le djerba, shawiya, judéo-berbère, etc. Nous retrouvons les langues tchadiques, Haroussa, Boudouma, Mandara, Ngala et Bana, les langues couchitiques, donc le samalo, le sidamo, Gala, Afar, etc., ainsi que les langues omotiques, donc Wulaïta, Gamo, Melo, Basketo, Cézé, Yemsa, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de langues dont on n'entend plus parler aujourd'hui et qui pourtant existaient à l'époque. Et donc l'objectif de ces comparatistes était de relever la grammaire, poser une norme, et derrière cela, l'intention était surtout de protéger les langues nobles comme le gratin, le latin, l'arabe classique, et comme référent ultime c'était le Coran. Il fallait les protéger de toute contamination par la langue populaire. Maintenant, ces comparatistes avaient beaucoup d'adeptes. Cependant, certains chercheurs n'adhérant pas aux travaux des comparatistes se sont mis à travailler la langue selon une méthode tout à fait différente. Donc, parmi eux, un a ouvert la voie à la linguistique pour qu'elle devienne la discipline du siècle. Il s'agit de Ferdinand de Saussure. Et je vous demande de bien retenir ce nom car en fait, il y a un avant Ferdinand de Saussure et un après Ferdinand de Saussure. Donc, retenez bien ce nom, on va en parler tout au long de ce module. Donc, Ferdinand de Saussure qui a développé la notion en Europe. Sa méthode reposait sur le principe que la langue devrait être étudiée comme un objet analytique et décomposée à sa plus petite composante qu'est le phonème, et non pas juste étudiée comme un objet descriptif comme le prônaient les comparatistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Ferdinand de Saussure, il s'est dit stop, arrêtons d'analyser la langue, mais juste en la décrivant, les règles de grammaire et de poser une norme. La langue doit être analysée et décryptée et décomposée à sa plus petite composante, qui est le phonème. Le phonème, c'est-à-dire même c'est les sons, donc le peu, le be, le re. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a des personnes qui prononcent le re et des personnes qui prononcent le re. Donc, c'est le même phonème, mais c'est prononcé de façon très différente. Aux États-Unis, d'autres hommes ont suivi le même parcours, parmi lesquels nous avons Edward Sapir et Leonard Bloomfield. Maintenant, quel est l'objectif de cette science? La linguistique est venue pour s'opposer d'une part aux travaux des comparatistes et d'autre part pour montrer la limite de la grammaire traditionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la linguistique, quand elle est venue pour dire stop.
on ne veut pas analyser la langue comme les comparatistes. On s'oppose au fait qu'il faille la comparer, d'accord? Et que la grammaire, c'est bien, oui, c'est très bien de décrire la norme de la langue, c'est très bien de mettre une grammaire, mais cette façon d'analyser la langue a des limites. C'est qu'on passe à côté de l'évolution de la langue, on passe à côté de son existence réelle. Donc, quand on décortique la langue, quand on va vers sa plus petite composante, on va vraiment vers l'objectivisation. Donc, on devient objectif, d'accord? Elle reproche alors à cette dernière d'être prescriptive et subjective. La subjectivité, on entend par rapport au fait que maintenant, les comparatistes comparaient la norme et la grammaire par rapport, comme je vous ai dit, au texte sacré aussi. Donc, par exemple, pour l'arabe, nous avons le texte sacré qui est le Coran. Donc, on compare toujours par référent. Et donc, ça devient très subjectif. La linguistique prône alors l'objectivisme en travaillant la langue sans présupposés philosophiques ni psychologiques. Elle considère que toutes les langues doivent faire l'objet d'une description linguistique sans exception, car toute langue est un moyen de communication d'une communauté linguistique donnée. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif est d'arrêter de comparer les langues. Toutes les langues, aussi ressemblantes puissent être, méritent d'être étudiées, chacune à sa manière et chacune pour elle-même. Donc, n'oubliez pas que les comparatistes, l'objectif était de rassembler les langues et d'en tirer une langue mère, d'accord? De tirer un peu les points en commun qui mènent vers la langue source. Là, maintenant, on dit stop. On analyse la langue pour elle-même. Quand on analyse le français, c'est le français. C'est pas le français par rapport au latin. Quand on analyse l'arabe, c'est l'arabe. C'est pas l'arabe parlé. Par exemple, l'arabe algérien, d'accord? Par exemple, l'arabe parlé par les Égyptiens. Par exemple, l'arabe parlé par pardon. Par exemple, l'arabe parlé par les Syriens. Voilà, je trouve mon mot, excusez-moi. Et ainsi de suite. Et l'anglais, il est parlé de différentes façons dans différents endroits. D'accord? Donc nous avons l'anglais américain, l'anglais britannique, etc. Donc l'objectif de cette langue est de s'intéresser aux langues vivantes comme aux langues mortes. Maintenant, quelles sont les différentes branches de la linguistique? La linguistique a donné lieu à différentes branches d'études qui sont: nous avons la principale branche qui a vu le jour grâce à Ferdinand de Saussure et qui est la phonétique. La phonétique qui sert à décrire les sons du langage humain en étudiant le mécanisme de la production de chacun d'entre eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la phonétique s'intéresse à l'appareil phonatoire humain. Donc, comment l'être humain utilise la langue, les lèvres, le palais, les dents, le nez pour prononcer des sons. D'accord? Comme je vous ai donné l'exemple du re et du re. Si vous essayez chez vous, vous allez voir que vous n'allez pas les prononcer de la même manière, ni utiliser les mêmes endroits de votre appareil phonatoire. D'accord? Nous avons également, et ceci nous le devons aussi vraiment à Ferdinand de Saussure, nous avons également la phonologie. Donc la phonologie qui étudie les sons du langage du point de vue de leur fonction. Et ça, la phonétique et la phonologie, nous aurons à les étudier avec plus de détails, premièrement dans un autre module, mais aussi dans ce module, dans les cours qui vont venir. Nous avons aussi la lexicologie. La lexicologie qui est l'étude du lexique d'une langue. Donc, je vous renvoie également à ce que vous avez déjà eu à faire tout au long de votre cursus scolaire. On vous a déjà demandé de relever le champ lexical du texte. D'accord? Vous vous en rappelez? Et là, c'est la lexicologie qu'on étudiait. Nous avons aussi la lexicographie. La lexicographie est la science des dictionnaires. Donc, la science où on étudie l'arbre généalogique des mots.
Nous avons aussi la sémantique qui, elle, étudie le problème du sens, donc le sens que peut avoir un mot en fonction de son emplacement dans une phrase. Nous avons aussi la syntaxe, donc la syntaxe c'est aussi la grammaire telle que nous la connaissons, qui sert à décrire la combinatoire des unités linguistiques dans une construction elle peut être expression ou phrase. D'accord? Et tout ça, ne vous inquiétez pas, nous allons le revoir avec beaucoup plus de précision dans les cours à venir. Nous avons aussi la sémiotique qui analyse la signification d'un texte. Et enfin, la stylistique et la rhétorique qui, elle, se charge de l'aspect du discours. Donc là, pour vous donner un exemple, je présume que vous parlez du style d'un auteur, le style de l'auteur X, le style de l'auteur Y, ou même le style de chaque personne. D'accord? Donc, vraiment, la stylistique, ça existe et ça se charge de l'aspect du discours de la personne. Ah, maintenant, revenons vers cet homme qui a révolutionné le monde de la linguistique et grâce auquel on connaît la linguistique telle qu'elle est aujourd'hui et qui a pensé à créer la phonétique, qui est Ferdinand de Saussure. Qui est ce Ferdinand de Saussure? Donc voici sa photo. Donc Ferdinand de Saussure est un linguiste né à Genève en 1857 et mort à Vufflens-le-Château en 1913. Il est issu d'une vieille famille patricienne illustrée par une lignée de savants, physiciens, chimistes ou naturalistes. D'accord? Donc, c'est dire qu'il est issu d'une famille de scientifiques et de savants. Le parcours scientifique de Saussure, qu'il commença à l'âge de 21 ans à Leipzig en Allemagne, explique comment s'est constituée la théorie saussurienne en tant que pensée novatrice de ce qui existait comme réflexion sur la langue et sur sa description. Donc en fait, le parcours scientifique de Saussure explique vraiment la pensée à laquelle il est parvenu vers la fin de sa vie. Vous allez voir que dans cette ville, Saussure a étudié pendant 4 ans, alors retenez bien, le sanskrit, l'iranien, le vieil irlandais, le vieux slave et le lituanien. C'est donc le début de sa carrière de linguiste. Début marqué par la rédaction d'un mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Donc vous voyez déjà, il s'était intéressé à la plus petite composante de la langue et qui peut être la voyelle ou la consonne. Donc la voyelle déjà, vous allez voir en phonétique que la voyelle est un phonème, la consonne est un phonème. Donc déjà, il s'est intéressé à la phonétique en étudiant les voyelles dans les langues indo-européennes. Après sa thèse de doctorat donc, de l'emploi du génitif absolu en sanskrit, soutenu en 1880 à Leipzig toujours, il vient à Paris pour poursuivre les cours de grammaire comparée de Michel Bréal, cours dont il se chargea en 1881. Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est que Ferdinand de Saussure a vraiment eu une base de grammairien et de comparatiste également. Donc, cependant, il a toujours apporté sa touche personnelle. Par exemple, regardez, ses premières réflexions sur la notion de système apparaissent dans ses cours auxquels assistaient à Paris de nombreuses personnes passionnées, dont Antoine Meillet. Antoine Meillet est un linguiste français dont nous parlerons plus tard également. Donc déjà, à travers son parcours, il commençait à réfléchir à tout ce qui est l'étude de la langue dans sa composante et dans sa composante analytique, d'accord? Donc ça commençait déjà à germer. Et c'est de 1906 à 1909 qu'il enseigna sa nouvelle théorie qui le détacha définitivement du mouvement comparatiste et néo-grammairien à un groupe d'élèves sous forme de cours qui vont être réunis et publiés à titre posthume en 1916. Donc de 1906 à 1909, il parle de tout ce qu'il conçoit comme sa nouvelle théorie à ses élèves. Il n'a en fait pas le temps de publier tout ce qu'il a fait et tout ce à quoi il pense dans l'analyse de la langue. Par contre, ce sont ses élèves qui, après sa mort, ont pris toutes les notes, d'accord, de tout ce qui était présent et ont publié un ouvrage
appelé Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, que je vous invite à vous procurer et à lire. Ça vous servira beaucoup durant ce module et également pour les autres modules tels que la phonétique et la phonologie. Ça vous servira aussi pour tout le reste de votre cursus, car la linguistique, comme je vous l'ai dit, cette année, ce ne sera qu'une ébauche. La linguistique a beaucoup évolué. Elle a connu pas que les branches que je vous ai citées, mais plusieurs domaines d'études. Nous avons actuellement la psycholinguistique, la sociolinguistique. Donc la psycholinguistique, c'est l'aspect psychologique d'une langue. La sociolinguistique, c'est l'évolution de la langue au sein du contexte social. L'aménagement linguistique, la politique linguistique, qui est comment est-ce que un État adopte une langue par rapport à une autre. Donc c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui et qui peut vous paraître un peu pas compliqué, hein, parce que c'est très très simple, mais un peu nouveau, ben soyez patient parce que croyez-moi que vous deviendrez des passionnés comme nous le sommes, toute l'équipe de l'Université d'Oran par cette linguistique. Je vous dis, alors maintenant je vous dis à très bientôt. J'ai été très ravie d'être avec vous. Si vous avez une quelconque question ou bien si vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou que je vous réexplique telle ou telle chose, je suis à votre entière disposition. Je vous posterai mon adresse mail en bas de cette vidéo et j'espère recevoir beaucoup de retours ainsi que beaucoup de questions. Cela me permettra d'avoir un feedback qui nous manque, nous aussi, que nous avons durant le cours en présentiel. À très bientôt, au revoir.